Bonjour, je suis François Lafabrier, je suis le conservateur et directeur du musée des Beaux-Arts de Limoges. Élise Ratoni, la présidente du syndicat des émailleurs français. Et nous sommes associés avec le musée des Beaux-Arts pour proposer un projet de valorisation du savoir-faire de l'émail sur métal. Voilà. Et ce qui donne lieu à une exposition qui se tient à l'étage des Émaux du musée des Beaux-Arts, avec l'idée qui a été dès le début du projet de pouvoir mêler des pièces contemporaines, puisque ce qu'on accueille au musée, ce sont des pièces d'émailleurs internationaux, de mêler ces pièces contemporaines avec nos collections anciennes et de faire ainsi à la fois vivre le musée et faire écho à nos collections et pouvoir voir à la fois la permanence qu'il y a dans les techniques et puis les nouveautés, des nouvelles façons de faire, d'autres façons de faire que ce qu'on pouvait voir à Limoges. Oui, la partie plus actuelle, plus contemporaine aussi du savoir-faire et de montrer aussi ce qui se fait à l'étranger également. Donc on a des artistes internationaux qui exposent dans les collections limousines, purement limousines, d'émail sur métal. Donc c'est un regard assez nouveau à Limoges et qu'on a essayé de conduire avec la complicité du musée des Beaux-Arts de Limoges et on est assez ravis de vous le présenter aujourd'hui. Alors là, on entre dans la première salle de l'exposition, qui est la salle qui chez nous est consacrée aux émaux médiévaux. Et là, l'artiste qui est présenté ici, c'est une artiste japonaise qui s'appelle Aya Iwata. Et c'est un des choix qui a été le plus évident de l'installer ici, puisque c'est quelqu'un qui a une démarche assez spirituelle dans son travail, qui fait ces boîtes qui sont absolument magnifiques, qu'elle conçoit un petit peu comme des réceptacles pour abriter le souvenir des êtres qui lui sont chers et des êtres disparus. Et donc il y avait cette espèce d'écho avec ce qu'étaient les chasses reliquaires au Moyen-Âge. Il y a voilà, un écho à la fois dans la forme et aussi dans le fond, avec un travail vraiment magnifique, très précieux, dont Lise pourra peut-être expliquer un petit peu. Oui, alors Aya Iwata est ce qu'on appelle une orfèvre, c'est-à-dire qu'elle travaille le métal précieux pour faire des formes. Donc là, ce sont des boîtes en argent, travaillées, voilà, mises en forme, un peu comme un dinandier. Ceux qui connaissent, les dinandiers travaillent le cuivre, l'orfèvre, voilà, travaille l'argent. Et donc c'est recouvert d'émail. Donc l'émail c'est un verre et l'émail qui est utilisé dans le métal c'est plus précisément un verre proche du cristal. Et on a vraiment, elle joue vraiment avec la transparence, les volumes qui vont capter la lumière d'une certaine manière. Là les pièces sont pratiquement pas éclairées. Et elles sont très lumineuses, c'est ce qui fait toute la beauté de son travail, qui est marié aussi avec de la pâte de verre, et d'associer ces boîtes, ces urnes en fait, Oui. funéraires, elle aborde la mort sous un côté très positif, à côté de ces reliquaires qui sont aussi une manière de préserver, de garder des traces des saints. Il y a un côté plus austère, mais du coup, les deux univers Se rejoignent à la Oui, perfection. oui. Et Il c'est n'y vrai que a, il y a rien qui est éteint, quoi. et ce sont effectivement des œuvres qui accrochent très très bien la lumière, donc qui mettent aussi en valeur. C'est ça qui nous intéresse nous aussi au musée, hein, c'est que ça permet aussi de mettre en valeur nos collections anciennes. À la fois elles complètent et puis elles rehaussent aussi la vitrine. Et puis il y en a dans cette vitrine, on en a d'autres exemples dans la vitrine qui est derrière moi, avec Ouais, des petites boîtes qui ont un travail un petit peu différent et qui rappellent les pixides médiévales. Donc là, voilà, on a vraiment joué aussi avec les formes des œuvres qu'on présente dans nos collections. Et là, le travail de l'émaillage de ces boîtes-là représente plus les techniques japonaises, c'est-à-dire le cloisonné. Donc c'est des fils là pour le coup d'argent qui vont créer le motif, qui créent des cloisons. Et à côté, donc les pièces, les reliques, ce sont des techniques qui étaient utilisées typiquement en Limousin, le champ levé. Donc on a un aspect du travail d'émaillage vraiment très caractéristique des territoires des pays.
Et puis alors, un des plaisirs qu'on a eu en préparant l'exposition et que n'ont malheureusement pas les visiteurs, c'est que nous, on a la chance de pouvoir toucher les objets, de pouvoir ouvrir les boîtes. En fait, on s'est rendu compte qu'elles travaillent aussi précieusement l'intérieur de ces boîtes que l'extérieur, mais après pour des raisons de présentation dans les vitrines et puis même de sens, puisqu'elles les conçoivent vraiment comme des boîtes fermées, on a décidé de les garder fermées. Et voilà, c'est vrai que nous, on a en plus ce plaisir de pouvoir être au plus près des œuvres quand on prépare l'exposition. On va aller vers la deuxième salle de l'exposition, puisque donc l'idée c'est vraiment que les... Parler aussi Ah oui, effectivement des anges. C'est une anecdote qui n'est pas vraiment... Qui à la base est plutôt un drame pour le musée. Ces deux pièces, Aya Iwata est une artiste japonaise qui a dans les 60 ans en fait, et elle a connu les biennales internationales de l'émail, les célèbres biennales de Limoges, qui se sont terminées il y a 30 ans. Et ces pièces-là, elle les a réalisées après la dernière biennale qu'elle était venue voir. Et lorsqu'on lui a proposé d'exposer, elle s'est dit « je vais présenter ces anges qui ont été pensés après la dernière biennale pour l'exposition ». Et malheureusement, elles sont arrivées cassées. Et elle a demandé au musée de les présenter tout de même cassées. Parce que pour elle, il y avait une symbolique très importante. Oui, je pense que c'est des œuvres qui sont très importantes affectivement pour elle aussi. Hein. Elles sont liées aussi, si j'ai bien suivi, à la mort de sa mère. Oui. Donc voilà, elle tenait vraiment à pouvoir les présenter. Et donc on a choisi de les mettre en scène et de mettre en scène aussi les ailes brisées. Et finalement de créer de nouvelles œuvres. Oui, de raconter une histoire, et elle a créé une vidéo qui est présentée également, qui explique l'histoire de cette casse. L'histoire, oui, les inspirations aussi, à quel point c'est quelqu'un qui regarde aussi l'art occidental. On se rend compte sur les formes des anges, sur les chasses aussi, que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré. Ça faisait sens pour elle d'être ici aussi, parce qu'elle s'est beaucoup inspirée de l'art, de la Renaissance italienne, du médiéval français, mais voilà, elle a un regard aussi sur l'art occidental, donc c'était pour elle important d'être ici, je pense. On va passer dans la deuxième salle de l'exposition, puisque donc du coup les neuf artistes sont chacun présentés dans un espace, et il y a vraiment aussi cette idée de démailler comme ça le parcours et de créer de la surprise pour les visiteurs. Et il y a presque comme une chasse au trésor de où va être l'œuvre qu'on va présenter. Enfin voilà, c'était aussi cette idée-là qui a présidé à l'exposition et qui a donné lieu parfois à des débats sur où est-ce qu'on allait mettre les œuvres, parce qu'on n'était pas forcément tous d'accord, mais au final je pense qu'on est très, très heureux du résultat. Alors ici, dans cette salle et dans cette vitrine, on présente des broches d'une artiste britannique qui s'appelle Jessica Turrell, qui a une formation plutôt de joaillère, bijoutière. Et on a choisi de les présenter ici, puisque c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces formes rectangulaires et ces superpositions de plaques, et qui nous a semblé fonctionner assez bien avec des plaques de retable Renaissance qui jouaient aussi sur ces formes rectangulaires. Et donc ça a été joli travail de soclage de la part de nos équipes pour pouvoir les placer comme ça dans les trous et compléter quelque part ce retable par les pièces de cet artiste. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Jessica Turrell, dans son travail, souhaite entièrement casser l'aspect émail en fait, de ce qu'on connaît de l'émail, c'est-à-dire des pièces qui sont brillantes et puis souvent avec un côté pictural. Donc là, elle brouille les pistes. Donc c'est mat, c'est d'autres procédés, et c'était très pertinent au final de les mettre avec ce côté très historique de l'émaillage du Limousin, où on a ce côté brillant, très dessiné, et d'associer ce travail totalement graphique et matiéré qui correspondent à un discours qu'elle porte, où elle ne veut pas justement retrouver ce type de style de matière brillante. Donc on ne sait pas ce que c'est au final. On se demande est-ce que c'est du textile, est-ce que c'est de la céramique, et en fait c'est de l'émail sur argent, travaillé d'une certaine manière, avec une cuisson particulière.
Et très architectural aussi, un motif. Et très architectural. Et puis c'était vraiment, ça fait partie des artistes où ça a été au moment du montage de l'exposition où on s'est dit, bah tiens, c'est ici qu'elle aura sa place. Parce qu'il y a des artistes, comme on disait pour Aya, où ça a été évident dès le choix, je pense, dès la sélection. Ouais, on les avait prévus justement dans la même salle. Plaques du Moyen-Âge aussi. Et voilà, il y a des fois des décisions qui viennent au moment vraiment où on monte l'exposition et on se dit, bah, finalement, ça sera plutôt ici, ça fera sens ici. Et c'est une exposition, ça se fabrique jusqu'à l'ouverture, en fait, jusqu'à la dernière minute. C'est ça. Oui, même au-delà. Alors, la troisième artiste qui est présentée ici, et qui est la seule artiste qui est présentée dans 2 espaces de l'exposition, c'est une américaine qui s'appelle Jessica Calderwood et qui s'inspire beaucoup et qui questionne beaucoup la vie quotidienne, la vie contemporaine, la vie moderne. Elle s'inspire beaucoup de ses enfants. Donc elle a créé notamment ces médaillons. Alors là, ce qui nous intéressait, c'était aussi le rapport avec ces représentations très figuratives et le rapport du coup avec les émaux peints de la Renaissance, où on retrouve aussi des scènes assez figuratives, mais avec ici ce twist où on est sur des questions très contemporaines et surtout la question de l'omniprésence des écrans dans nos vies aujourd'hui et à quel point ça a créé un monde parfois déconnecté. Et puis dans les vitrines devant, on présente quelques autres pièces où là, ce qui nous intéressait était le rapport entre les motifs de drapé, de draperie. Et voilà, on est plus sur des questions de forme avec nos pièces anciennes. Oui, Jessica, elle a un travail intéressant en termes de diversité de pratiques ou d'association de techniques qui sont autant employées dans la céramique que dans l'émaillage sur métal. Aux États-Unis, on se rend compte qu'ils associent des ateliers d'émaillage dans les écoles de beaux-arts aussi. Donc les artistes ont une démarche beaucoup plus conceptuelle au final. Jessica, elle travaille sur la thématique, la critique de se cacher derrière soit des écrans où on ne se dévoile pas totalement en vérité, entièrement face aux autres. Donc déjà dans le sujet, on est sur quelque chose d'actuel. Et puis le traitement pictural aussi, elle utilise des crayons utilisés pour décorer la céramique généralement, qu'elle a utilisé sur de l'émail métal. Après il y a l'expérimentation soit avec du verre ici en texture, où elle utilise des couleurs qu'on utilise pour décorer la porcelaine par exemple. Mais elle associe aussi avec notre émail qui n'est pas forcément compatible. Voilà, ça est dans une démarche de recherche de technique, d'évolution technique. Et c'était intéressant de pouvoir l'associer avec des pièces de la Renaissance qui, comme disait François, décrit parfois des scènes où il y a des scènes religieuses, mais il y a des scènes de vie. Et donc c'était évident. Oui, ça a été assez évident. Et puis effectivement, dans cette vitrine-là, on y a placé 2 médaillons. Où là, c'est très esthétique. C'est vraiment la forme de ces draperies qui rappelaient les drapés de la Renaissance. Et où on s'est dit, tiens, on va les présenter ici. Et effectivement, ça fonctionne très très bien. Alors, on rentre dans un autre genre, dans un autre style avec, je pense, c'est l'artiste le plus jeune de la sélection, qui a 24 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui est autrichien, qui s'appelle Johannes Postmeier. Et là, on est dans quelque chose qu'on ne présentait pas du tout à Limoges, qui sont des pièces de forme de taille monumentale. On est vraiment dans de la sculpture. Ce qui est assez surprenant parce qu'on voit souvent l'émail sur métal comme un art très précieux, un art où on fait plutôt des petites pièces, des bijoux, et là on est dans quelque chose où il croise un travail de chaudronnier, un travail sur l'acier, sur le métal, très fort, avec la préciosité, les projections d'émail qui donnent, qui contrastent du coup, et on est sur des pièces qui sont
qui sont assez impressionnantes. Oui, alors il explique très bien. Alors déjà, d'une part, à Limoges, c'était la culture de l'émaillage sur cuivre, le côté précieux, objet précieux, et ils ont toujours refusé de présenter des productions d'artistes qui travaillaient sur acier, parce que l'acier est associé au domaine industriel, tout ce qui est plaques de rue, tout ce qui est vaisselle, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent autrement, et donc ce jeune Autrichien le dit très bien, c'est que pour lui, c'est de montrer un support qui est généralement employé dans l'industrie, de l'appliquer dans le domaine de la sculpture. Et là, voilà, il travaille aussi un côté très technique, il fait tout sur l'ordinateur, en 3D, enfin, il y a vraiment une démarche très actuelle dans la création et le process, enfin, en tout cas de la mise en forme il y a des découpes jet d'eau, il y a aussi des outils numériques qui sont utilisés. Et il ne connaissait pas du tout Limoges. En plus, quand il est venu pour l'inauguration, on lui a demandé s'il connaissait la ville de Limoges pour le savoir-faire de l'émaillage. Il dit je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert lorsque vous êtes venu me chercher. Et c'est intéressant de montrer ce type de travail également dans les collections du musée, où il y a vraiment eu cette envie d'enfermer l'émaillage, l'histoire de l'émail de Limoges sur le travail du cuivre et d'un certain style en fait. Et ça casse un peu... c'est effectivement tout l'intérêt de l'exposition aussi, c'est d'ouvrir ces perspectives, de montrer des choses qu'on ne montrait pas jusqu'ici dans l'exposition, et je pense que pour ça la sélection des 9 artistes par le jury, elle a été assez audacieuse, je dirais. Oui, parce que les traditionalistes, ça ils le refusent. Et pourtant ça fait partie des pièces qui plaisent vraiment, on le voit quand les visiteurs passent, ça fait partie des pièces qui impressionnent le plus les visiteurs, enfin qui frappent vraiment les visiteurs. Alors dans cette salle, retour sur Jessica Calderwood, puisque donc là on a dans cette vitrine on a 3 sculptures, puisque donc, on a vu elle créer ses médaillons et elle est aussi sculptrice, et où on retrouve cette idée de corps qui sont cachés, camouflés, effacés, dans ces sculptures très précieuses et aussi assez ludiques quelque part, et ça nous intéressait de la présenter dans cette vitrine où on a plutôt de la vaisselle de luxe Renaissance, à la fois parce que la représentation humaine est omniprésente et donc on avait des échos dans la représentation, et puis parce qu'on est aussi sur des petits objets précieux, et on est aussi sur cette culture de la Renaissance qui aimait la curiosité, qui aimait ce mélange de préciosité et de curiosité, et je trouve qu'on le retrouve vraiment à la perfection dans les œuvres de Jessica Calderwood. Et là aussi, en plus, il y a quand on tourne autour de la vitrine, il y a cette surprise, et on découvre tout d'un coup des œuvres de l'artiste. Oui, et encore une fois, elle est toujours dans une démarche d'associer plusieurs matériaux, plusieurs savoir-faire. Donc les jambes, elle les fait en porcelaine. Le drapé en émail sur cuivre, et là encore ça raconte une histoire, et c'est vrai que chaque pièce au final réagisse très bien avec les collections. Il y a vraiment Il y a vraiment eu un plaisir, je pense, au moment du montage, quand on a pu les installer et voir à quel point ça fonctionnait. Et ça créait des échos auxquels on n'avait pas pensé, à quel point ça a relevé, ça faisait redécouvrir nos collections aussi. Je pense qu'en ce sens, l'exposition est une réussite, une vraie réussite. Oui, ça mériterait vraiment... ça donne envie d'en avoir encore plus, et d'en garder aussi. Et pourquoi pas de faire plus de présentations contemporaines avec des pièces anciennes, parce qu'il y a vraiment du coup un échange qui se crée, et on le voit, notamment notre public qui est très habitué à des vitrines qui ne bougent pas, ça les fait vraiment redécouvrir les œuvres des collections. Tu regardes autrement les pièces complètement. Qui sont là de manière permanente. Ça permet d'interroger aussi les pratiques à un moment donné, parce que chaque époque correspond à un style de vie, à des pratiques, à une histoire précise de l'époque en fait. Donc je trouve que ça donne envie de réfléchir
assez différentes d'époque. Alors là, on rentre dans encore un autre univers avec une artiste italienne qui est, elle, l'aînée des artistes sélectionnés, qui est Gabriella Gabrini, et qui a travaillé sur ces pièces avec un architecte et designer, Marco Zanuzzo Junior. Et donc, on n'est plus sur des pièces de design, en fait, hein, qui croisent émail et design, et dans des pièces de mobilier. Donc, c'est pour ça aussi qu'on l'a voulu. Et ça, d'ailleurs, c'est une idée de Lise de les avoir présentées sur cette commode, et de jouer sur vraiment le côté meuble. Ouais. Et puis c'est surtout de valoriser, alors en Italie il y a aussi une belle communauté d'émailleurs, mais toute cette époque, alors Gabriella correspond aux émailleurs actifs dans les années, on va dire 70, 80, 60. Et en Italie, en termes de formation, ils travaillent beaucoup la didandrie, la mise en forme du cuivre en fait. Et Gabriella, tout son travail, elle a un travail de sculpture aussi très intéressant, très organique, où elle travaille à partir d'une tôle de cuivre. Elle va le mettre en forme et c'est martelé, on le voit déjà un petit peu là dans les couleurs qui se reflètent, et du coup du martelage du cuivre. Et elle a eu l'habitude de travailler aussi avec des designers. En Italie, il y a une culture du design aussi, de l'objet design, et les Italiens ont su l'amener, peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est dommage. Et ça nous permettait de montrer que c'est une matière comme une autre, un matériau qui peut s'adapter également au luminaire, ça peut s'adapter au mobilier, à d'autres supports autres que le tableau ou le bijou. Oui, complètement. Et puis c'était vraiment très intéressant de pouvoir les brancher, de les allumer, parce que ça prend vie avec la lumière en fait. Quand elles sont éteintes, on n'a pas le même effet. Et dès que la lumière s'allume, on voit ces espèces de vibrations qui sont à la fois dues au martelage et puis aussi à l'émail, à la couleur, et qui donnent du coup une vie aux œuvres. Et il y a une alarme dans l'alcôve. C'est comme ça. Alors là aussi, on entre encore dans un nouvel univers qui est celui d'une artiste allemande qui s'appelle Christine Graff, et dont un certain nombre de pièces parsèment les vitrines centrales de la salle. Ce sont alors c'est conçu comme des broches, mais en fait ce sont de véritables petites sculptures. On est presque plus dans de l'objet, oui, dans de la sculpture miniature que dans du bijou. Et puis surtout, elle a une technique très particulière, assez secrète, mais qui donne cette vibration très particulière à son émail, où moi la première fois que je les ai vus, notamment en photo, j'avais l'impression de voir du textile. Il y a un aspect très cotonneux qui est assez surprenant, et là aussi qui est pas du tout courant dans ce qu'on connaît de l'émail à Limoges. Et puis aussi, elle a une inspiration, elle s'inspire beaucoup d'éléments naturels, donc il y a quelque chose de très organique dans son travail. On a l'impression de voir des développements de coraux, des fleurs, enfin voilà, il y a vraiment une inspiration naturelle. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a mise dans cette salle, puisque la vitrine derrière est la vitrine consacrée aux émaux Art Nouveau, et on trouve à la fin du 19e et au début du 20e siècle à la fois cette réflexion sur des éléments naturels et l'utilisation d'inspiration naturelle, et puis aussi on trouvait même dans la matière et dans des premières recherches d'effets de matière, de relief, aussi quelque chose qui pouvait rappeler le travail de façon très différente, mais qui pouvait rappeler un peu son travail. Oui, c'était bien de le présenter aussi dans cette vitrine assez précieuse que j'ai très travaillée. Christine Graff, elle est dans la mouvance du bijou contemporain, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des bijoux qui se portent, mais on est plus dans un travail de sculpture. Et donc pour nous, c'était intéressant de le montrer, parce qu'elle aussi est dans cette démarche de casser le côté trop brillant de l'émail, de jouer avec le feu, c'est-à-dire c'est
le temps de cuisson qui va donner cet aspect mat. Et aussi d'utiliser la maille de cuivre, ce qui permet à Christine de pouvoir mettre en forme comme du textile. Et on a des rendus assez surprenants, qui est très intéressante. Et ça montre voilà, qu'on peut aussi encore aller dans l'expérimentation. Oui, il y aura encore plein. Enfin, l'événement en tout cas amène à réfléchir à sortir de ce qu'on connaissait. Oui, c'était ce qui était assez fascinant, je trouve, quand on a travaillé sur l'exposition. Enfin, moi, en plus, ne connaissant pas à la base la diversité qu'on peut trouver dans l'émail, c'est de découvrir à quel point il y a des expériences, des expressions très très différentes et diverses, et beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et c'est cette richesse, je trouve, que l'exposition rend, et puis l'événement impertinent en général. Hein. Globalement, oui. Beaucoup plus que la céramique au final, en termes de différence de rendu. Oui. Vraiment de différence. Nous allons prendre à gauche dans le couloir. Et là, on va arriver sur les 3 derniers artistes de l'exposition, dont une deuxième britannique, puisque nous avons 2 britanniques, Hélène Carnac, qui a fait donc cette sculpture en vitrine, et puis cette sculpture aussi quelque part, cette installation qu'elle a conçue spécialement pour l'exposition, parce que la plupart des artistes nous ont confié des œuvres qui existaient déjà, et elle a tenu à créer une œuvre pour l'exposition, pour laquelle elle s'est inspirée des toits de Limoges, si je ne dis pas de bêtises. Google Maps, elle a regardé Limoges vue d'en haut, et elle s'est inspirée des toits de Limoges pour ses sculptures. Et là aussi, on est dans une expression très différente de ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce qui est assez intéressant, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans sa campagne anglaise, qui utilise des matériaux de récupération, donc le chêne sur lequel elle plaque les plaques émaillées, donc elle a un regard très écologique en fait sur son travail. Et ça aussi, c'était une dimension qui nous intéressait de montrer, parce que c'est peut-être une dimension très contemporaine d'avoir aussi des réflexions écologiques dans son expression artistique. Ce type de matériau qui peut se recycler aussi. Là, on est sur de l'acier, facilement récupérable. Après, tous les mots ne tiennent pas dessus, mais en tout cas, voilà, on a une démarche aussi d'artiste qui est plutôt sur de la contemplation, le paysage. On est sur un concept contemporain. Qui manque aussi, je trouve, en France. En tout cas, on n'a plus peu d'artistes qui sont dans cette vision-là. Et aussi l'émaillage sur acier, encore qui est très peu exploité. Et puis ce qui est très très beau dans son travail, je trouve, c'est qu'il y a effectivement cette tridimensionnalité de l'œuvre. Enfin, elle change, elle évolue en fonction de la lumière. Chaque plaque est un paysage, on peut à la fois la voir dans son ensemble et puis regarder chaque plaque, et chaque plaque est magnifique. Donc l'esthétique est assez forte. Puis les 2 derniers artistes, j'allais oublier, puisque Gabriella Gabrini est présente donc avec ses lampes dans une des salles, mais elle est aussi présente ici avec un lustre. Donc là aussi, comme pour les lampes, l'idée c'était de jouer avec le monument et de mettre un lustre à la place du lustre, avec un miroir en dessous qui permet de voir à quel point le point de vue est beau quand on est sous le lustre. Et donc là, avec ce jeu de poissons, certains émaillés, certains juste en cuivre, et qui accrochent la lumière, qui ont nécessité une journée d'installation complète, parce que chaque poisson est accroché et doit être, a été emballé individuellement et devait être accroché, donc c'était pas forcément évident à mettre en place, mais le résultat est assez impressionnant. Ouais, c'est bien, je trouve, d'avoir pu montrer cet aspect-là aussi d'art décoratif, design, pour inspirer.
derrière des recherches, on ne sait pas. On va rentrer dans ce petit cabinet où on expose ici. Alors c'est le seul artiste qui a un cabinet à part entière pour lui tout seul. Il s'appelle Wu Qingqi. Il est taïwanais et il utilise une technique qui est très particulière qui est le plic à jour et qui permet ces jeux de transparence et qui nécessite aussi cet apport de lumière, enfin, ce soclage particulier qui permet de faire jaillir la couleur en fait. On a vraiment un effet très différent quand on a les œuvres entre les mains sans lumière et quand on les pose sur la lumière, elles prennent tout d'un coup un éclat, une vie qu'on voyait pas forcément avant. Oui, le plic à jour, alors revu quand même, hein, parce que c'est pas forcément la technique. Alors c'est la technique qui était employée dans les bijoux labiques par exemple, où on vient ajourer le métal et on met l'émail comme un petit vitrail. Et là, Wu Qingqi, il perce effectivement le métal, mais il va recouvrir toute la surface. Et du coup, ça va combler les trous. Et on a cet aspect-là. Très aérien. Très précieux aussi. Très précieux, mais en même temps... Il cache entièrement le métal quand même. On sait qu'il est là. Alors que le plic à jour en France, l'objectif c'est de montrer qu'on travaille l'or ou l'argent pour cette technique. Et là, il le cache totalement. Et alors, avec lui aussi une inspiration plutôt naturelle, on est sur des fleurs, des algues, Oui, et puis il est très connu, dans son pays. Et lui aussi, il a une formation de joaillier à la base, c'est ça, un bijou. Souvent, les émailleurs étrangers, ils ont une formation en métal, bijoux, ou métal en général, et après émail, ce qu'on n'a pas chez nous en fait. Typiquement avec la dernière artiste. Oui, qui est Aurélie Guillaume. Une artiste québécoise. Et alors, il faut les trouver. La ligne centrale. Donc là, forcément, c'était assez évident puisqu'elle travaille. Enfin, en tout cas, ce sont des bijoux en apparence. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à les présenter avec nos bijoux parce qu'il y avait des échos. Mais en même temps, effectivement, elle ne travaille pas seulement ces pièces comme des bijoux, mais vraiment comme des œuvres d'art, comme des objets. Des sculptures, des objets d'art apportés en fait. Et Aurélie a une culture assez pop, et elle a voulu, elle travaille depuis des années sur ces motifs qu'on peut retrouver plus dans l'illustration ou dans le tatouage. Mais avec des matériaux ultra précieux qu'on ne devine pas tout de suite. Il y a du diamant, il y a des pierres précieuses, il y a de l'or, Et ce qui est très intéressant dans son travail, et peut-être qu'on ne le voit pas suffisamment là dans la vitrine, mais c'est à quel point, effectivement, comme elle les conçoit comme des sculptures, le revers est aussi travaillé que l'avers. On n'a pas juste, en fait, le devant, mais vraiment le travail est sur l'ensemble de l'objet, ce qui des fois a nécessité là aussi en soclage, ça a été compliqué parce que ce sont des sculptures en fait. Enfin, le petit tapis de fleurs, dont j'ai oublié le nom, il ne manque plus que toi, a été par exemple assez compliqué parce qu'il est très en relief, voilà, elle les conçoit vraiment comme des sculptures. Oui, et puis c'était bien de le présenter avec les bijoux, limousins, parce qu'il n'y a pas, c'est pareil, en limousin, on n'a pas la culture du bijou, joaillerie, on est plutôt sur du bijou fantaisie en général, où c'est travaillé en texture. Donc il y a, sur les deux gammes, en fait, il y a un rapport au bijou qui n'est pas traditionnel ou conventionnel. C'était intéressant de les associer. Et voilà, donc on a un dialogue qui se crée. Oui, et puis avec vraiment ce côté de chasse au trésor, et je pense que c'est une artiste que les gens découvrent presque, où ils cherchent effectivement dans la vitrine quels sont ces bijoux, et ça aussi, c'est l'aspect ludique de l'exposition, il est très important aussi, je pense que du coup, et on le voit avec les échos qu'on a du public, il y a un vrai plaisir
à déambuler, à découvrir, à être surpris, à être provoqué, à être... C'est le côté on cherche et puis que ça Oui, va... oui. Les gens, sur la plupart des expositions d'ailleurs, vont rester une bonne heure à regarder les pièces. Voilà pour l'exposition Conversation.